Bienvenue, chers téléspectateurs de Digital Congo, à ce nouveau numéro de questions internationales qui, comme vous le savez, aborde des questions qui lient la République démocratique du Congo à d'autres pays du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la 80e Assemblée générale de l'ONU et de la participation de la République démocratique du Congo. Avec moi, j'ai l'internationaliste Mukiako. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la 80e Assemblée générale de l'ONU qui vient de se tenir à New York. Et le chef de l'État était bel et bien présent. D'abord, avant d'aborder le vif du sujet, parlons de l'ONU. L'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, avec comme mission principale de maintenir la paix entre les pays membres. Est-ce que, à votre avis, vous pensez qu'elle joue pleinement son rôle au regard de ce qui se passe à travers le monde? Oui, merci beaucoup, madame Fifi. Personnellement, je vais parler de l'Organisation des Nations Unies comme une structure dirigée par les secrétaires généraux. Et je vais peut-être utiliser un autre terme pour ne pas dire que joue bien son rôle. Mais moi, j'ai préféré dire que l'ONU, comme structure gérée par le secrétaire général, est en difficulté de bien jouer son rôle. Alors, je vais dans la Charte des Nations Unies, dans l'Organisation des Nations Unies, dans son article 1er. Et le premier but des Nations Unies, qui est maintien de la paix et la sécurité, deux concepts. Donc là, par rapport à votre question, j'ajoute la sécurité, maintien de la paix et la sécurité internationale. Alors, d'où vient la grande difficulté de l'Organisation des Nations Unies comme une structure de bien jouer son rôle? Cette difficulté vient à partir que l'Organisation des Nations Unies elle-même est composée des États. Et ces États qui composent l'Organisation des Nations Unies sont par ailleurs les acteurs sur le plan international. Alors les acteurs sur le plan international, ces États poursuivent leurs intérêts. Ils poursuivent leurs intérêts. Et dans la poursuite de leurs intérêts, des fois, ces États violent les souverainetés des États et violent des fois les droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils mettent de l'avant les intérêts. Et ce sont ces États qui sont acteurs dans les relations internationales, qui sont composants de l'Organisation des Nations Unies. D'autres sont même composants de l'organe de Conseil de sécurité des Nations Unies, un organe très important au sein des Nations Unies. Alors, c'est pourquoi je vais aller même pallier un peu de la situation à évoquer, que vous avez évoqué, la situation à Gaza. Oui. Ok, je vais évoquer un peu la situation à Gaza. Je crois que je commence par l'Ukraine. L'Ukraine est un État souverain. L'Ukraine comme État souverain est agressée militairement par la Russie. Alors que la Russie est un État qui compose l'Organisation des Nations Unies, qui cherche dans les conseils de sécurité. Oui. Je dis bien les conseils de sécurité, qui devraient trouver solution lorsque la sécurité internationale est menacée. Alors, la Russie, en tant que membre, viole la souveraineté et la sécurité internationale. Elle est elle-même auteure de l'insécurité en Elle est elle-même auteure de l'insécurité. Oui. Et vous voyez que surtout les conseils de sécurité, l'organe très important pour la sécurité mondiale, les membres votent par le droit de veto. Et lorsque un membre n'est pas d'accord, le droit de veto pèse. Donc voilà comment l'ONU pouvait retrouver la sécurité. Je vais même à Gaza. Je vais même à Gaza. Vous avez vu que le Gaza est envahi par Israël. Alors, qui soutient l'Israël? Ce sont les États qui cherchent dans le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies les bombes qui sont en train de tuer les femmes, les enfants, et qui tuent en masse, n'est-ce pas, le peuple gazaoui. Ces bombes proviennent des États
qui composent l'Organisation des Nations Unies, qui siègent même dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est là où ça vient les problèmes de l'Organisation des Nations Unies. Donc nous pouvons retenir que l'Organisation des Nations Unies a plusieurs défis à relever. Plusieurs défis, madame, à relever. Plusieurs défis. Ok, alors au cours de la 80e Assemblée générale, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a également pris la parole. Du haut de la tribune, il a dénoncé ce qu'il qualifie de génocide en RDC. Au regard de ce qui se passe à l'Est, plusieurs morts, on parle aujourd'hui de plus de 9 millions de morts, une multitude de femmes violées. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu, à votre avis, de parler de génocide? Oui, je pense qu'il y a lieu de parler de génocide en République démocratique du Congo. D'abord, partant du nombre que vous parlez là. Plus de 9 millions. Il y a ceux qui parlaient de morts. 6 millions, 7 millions, même si on descend à 5 millions, 3 millions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, vous allez voir les critères d'abord fixant les génocides. Est-ce que la situation en RDC remplit ces critères ou pas? Moi, je dirais que oui. Parce que quels sont les critères? Vous allez voir le massacre à masse des personnes. Vous allez voir l'élimination d'un groupe de la population, les viols systématiques des femmes. Des villages qui sont vidés même de leur population. Oui, des villages qui sont vidés. Et nuire même moralement, même psychologiquement la population qui se déplace. Les enfants meurent même de faim. Il y a plusieurs rapports qui en parlent, de l'Organisation des Nations Unies qui en parlent là-dessus. Alors, remplissant ces critères, donc, il y a lieu de dire qu'il y a génocide en République démocratique du Congo. Oui. Alors, si la régie est prête, je crois qu'elle va nous balancer les images de l'intervention du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies, là où il a clairement dénoncé le génocide au Congo. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. On revient sur ce plateau. Alors, après avoir suivi, nous avons tous suivi l'intervention du chef de l'État qui dénonçait le génocide. Beaucoup d'observateurs pensent que le président de la République se plaint trop. Il ne fait que se plaindre au lieu d'agir pour protéger l'intégrité de la RDC, mais il se plaint. Oui, peut-être personnellement, je ne vais pas utiliser les termes se plaindre. Moi, je pense qu'il dénonce. Je pense qu'il dénonce ce qui se passe en République démocratique du Congo, là où c'est un peu voilé. Mais ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il dénonce. Apparemment, à chaque fois qu'il se présente devant la tribune des Nations Unies, il se plaint, il pose les problèmes de la RDC, mais aucune fois, en fait, on l'attend sur le terrain, on attend qu'il puisse agir. Oui, donc nous, en relation internationale, on joue par deux moyens. Les moyens diplomatiques et aussi le moyen militaire. C'est-à-dire, ce que nous devons faire, c'est chercher les rapports de force. C'est ça qui est important. C'est ça même qui accompagne forcément les moyens diplomatiques. Nous devons faire ce que nous appelons monter en puissance. Et quand vous avez monté en puissance, et ça crée ce que nous appelons, nous, dans les relations internationales, équilibre de la terreur. Donc, c'est-à-dire, vous vous sentez tous dans la capacité d'agir. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Je pense que ce sont des efforts, je ne sais pas, qui sont menés pour que notre armée puisse monter en puissance. Parce que si l'armée monte en puissance et que nous serions
nous essayons plutôt à mettre hors état de nuire notre population. Nous essayons quand même à repousser militairement nos adversaires. C'est là que nous avons une ascendance même sur le plan international. C'est là où même notre déclaration seront en considération. Moi, je l'ai toujours dit en politique, la politique c'est comme ça. En politique, on ne se plaint pas, pour ne pas répéter les termes, mais en politique, c'est les rapports de force. C'est comme ça. Je ne donnerai pas l'exemple que vous voyez même d'autres États, Iran, Corée du Nord, tout ça s'entête pour leurs programmes nucléaires. Parce que pour eux, ils pensent qu'ils doivent aussi développer leurs forces. Parce qu'au cas où ils sont agressés, ils peuvent avoir immédiatement des réponses à donner. Donc nous, je pense que ce que nous devons faire, l'essentiel, les grands du travail, c'est sur le plan interne. Donc nous devons faire monter en puissance notre armée pour que nous ayons des réponses à donner à nos adversaires. Mais cela aussi n'est pas mal quand il est en train de dénoncer l'agression que la RDC est en train de subir par ses voisins et d'autres que nous parlons, qui jouent de l'hypocrisie, parce que plusieurs rapports montrent qu'il y a aussi les multinationales. Oui, c'est là que je voulais d'ailleurs en venir. Le génocide existe, c'est depuis plus de 3 décennies que les populations en RDC sont tuées à l'Est, mais il y a ce silence de la communauté internationale. Nous voyons par exemple la crise entre Israël et Palestine. Il y a intervention des puissances du monde. Russie avec l'Ukraine, on intervient. Mais pourquoi, pour la RDC, ces puissances sont silencieux? On s'arrête peut-être à dénoncer. Il y a le président français aussi, Emmanuel Macron, qui était à l'Assemblée générale, qui a parlé du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Mais sur le terrain, ils n'interviennent pas. Oui, c'est là où je peux parler de l'hypocrisie, comme disent les autres. C'est là où je peux parler de l'hypocrisie. Et je parlais ça. Je parlais ça dans la première question que vous m'avez posée. Je parlais des intérêts des États. C'est là où vient l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est-à-dire, si je vous parle par exemple de la France, des États-Unis d'Amérique, la Russie et l'Angleterre et l'Allemagne, tout ça. Alors, ces États-là, dans les relations internationales, sont dans les poursuites de leurs intérêts. Si, à plusieurs fois cité, pour le cas de la République démocratique du Congo, les multinationales, à qui appartiennent ces multinationales? Vous allez voir la réponse, ce sont les États puissants. Alors, voilà que, en poursuivant leurs intérêts dans les relations internationales, ils jouent de l'hypocrisie de ce qui passe à l'est de la République démocratique du Congo. On se limite par les discours, on se limite par les constats, on se limite de dire sur le respect de l'intégrité, de la souveraineté, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Mais on n'agit pas. Parce que comment agir? Peut-être en passant, je pouvais saluer les États-Unis d'Amérique qui récemment avaient sanctionné le Rwanda. Mais la France, est-ce que la France en a déjà emboîté aussi le pas? Donc c'est ça qui peut faire qu'on pousse l'agresseur de reculer un peu avec son agression par les sanctions. Et c'est là où la souveraineté de l'État, de la souveraineté de la RDC pouvait être respectée. Oui, c'est à ce niveau que ça peut être respecté. Mais si on reste dans les termes, dans les discours, et que concrètement sur le terrain, on ne fait rien, comment sera le respect de la souveraineté, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo? Parce que si on estimait que ce sont les États puissants qui sont derrière le Rwanda, parce que le multinational, là, ils ont beaucoup d'argent, ils font des lobbying sur le plan international, ils achètent des armes, et des armes puissantes. Et c'est ça qui fait que la RDC est grand pays agressé par un petit pays. Alors, quels font ces États-là? C'est là où la grande question, qu'il y a des accusations que c'est d'hypocrisie, parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution où le Rwanda semble être, n'est-ce pas, soutenu et financé
pour agresser la RDC, donc qui n'arrive pas à trouver la souveraineté. Le Rwanda qui n'est pas sanctionné jusqu'aujourd'hui. Oui. Alors une fois de plus, je me tourne vers la régie pour qu'on nous balance un extrait du président français Emmanuel Macron qui dénonçait la violation du territoire congolais. La tragédie humanitaire en cours au Soudan est sans doute la plus grave de toutes aujourd'hui. Il nous appartient collectivement de nous mobiliser, comme nous l'avons fait à Paris en 2024. Coordonnons nos efforts pour agir ensemble, pour que les belligérants acceptent la négociation et remettent le pouvoir aux civils. De la même manière, dans la région des Grands Lacs, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Nous ne devons oublier aucun de ces conflits. Nous n'avons pas le droit à aucun moment. On est de retour sur ce plateau, Monsieur Mukiako, qui, pour dénoncer le génocide congolais, pour que la voix de la RDC soit vraiment entendue au plus haut niveau, parce que le chef de l'État a dénoncé, c'était lors d'une assemblée générale, oui après. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un grand travail qui doit être fait? Oui, c'est comme je l'ai déjà dit, il y a un grand travail qu'il faut faire. Je pense que le président de la République vient de dénoncer du haut du tribunal des Nations Unies. Il n'y a pas seulement lui, il y a d'autres acteurs sur le plan national, même international, qui peuvent dénoncer le génocide en République démocratique du Congo. Il y a des structures, il y a par exemple la société civile qui peut le faire, il y a plusieurs structures, il y a des organisations, Human Watch, il y a tant d'organisations qui peuvent dénoncer, mais aussi vous également, les journalistes, vous êtes des grands dénonciateurs. Vous voyez à Gaza, pourquoi sont tués les journalistes? Les journalistes sont tués pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec votre caméra, et vous allez dénoncer sur terrain ce qui se passe. Vous aussi, les journalistes, vous pouvez dénoncer les génocides qui se passent en République démocratique du Congo. Ok, votre message est bien passé. Alors, la RDC va siéger comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pensez-vous qu'elle a un rôle important à jouer pour le maintien de la paix? Oui. Oui. La RDC, comme tout autre État, vous savez que les États, comme je l'ai dit, sont les acteurs sur le plan international. Personne ne peut croiser les bras et se laisser faire ou laisser la place aux autres. Je pense que nous pouvons avoir, la RDC pouvait avoir un apport, n'est-ce pas, au sein de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous aussi, on a beaucoup d'expérience à 30 ans de décennies de guerre. On a l'expérience par rapport à la guerre à notre pays. Souvenez-vous là, je parlerai de l'ancien chef de l'État, le président honoré Joseph Kabila, à son époque, a reçu quand même le président de la République démocratique du Congo avait reçu quand même de réunifier et de pacifier les pays, parce que les pays étaient divisés. Et pourquoi pas nous en tant qu'un État, parce que l'État continue, nous en tant qu'un État, pourquoi pas aussi apporter notre expérience à d'autres États qui connaissent la même situation que nous. Je pense que nous avons un apport aussi à apporter. Voilà, la RDC a un grand rôle à jouer, le chef de l'État l'a dit. Que la régie nous balance cet extrait. À la suite de son élection en juin dernier, la République démocratique du Congo s'apprête à siéger au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027.
Notre participation sera résolument constructive et holistique. Elle s'articulera autour de deux priorités indissociables, paix et sécurité d'une part, et prévention et résolution des conflits d'autre part. Nous entendons également contribuer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix afin d'apporter, à la lumière de notre potentiel et de notre expérience, une impulsion à la réforme des opérations de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que à l'adaptation du système de sécurité collective des Nations Unies. Voilà, on est de retour. Monsieur Mukiako, ouais. Outre l'appui aux opérations de maintien de la paix, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, promet également de réglementer le secteur minier, l'exploitation de mines, parce que on a bien compris que le territoire congolais est bien menacé dans sa partie est à cause de ses ressources minières. Oui, il est vrai que la RDC à sa partie est menacée à cause de minerais et de cette potentialité qui sort là-bas. Alors, je pense que oui, s'il y a la volonté politique, il peut mettre de l'ordre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un outil important. Vous savez que, si je ne me trompe pas, j'ai une bonne mémoire, en 2018, le 12 mars 2018, l'ancien président de la République, le président honoré Joseph Kabila, avait promulgué une loi, c'est-à-dire les codes qui régissent le secteur minier de notre pays. Alors c'est un outil très important pour qu'on puisse mettre de l'ordre dans ce secteur-là. On peut signer plusieurs contrats, mais ces contrats-là, en se référant de ces codes miniers qui donnent l'État l'autorité, le pouvoir, n'est-ce pas, sur ces secteurs-là, et il suffit, on a la volonté, on peut bel et bien réglementer ce secteur-là minier de la République démocratique du Congo, et qui est à la base de manque de la paix et de l'insécurité dans notre pays. Je pense qu'il y a la volonté politique. Et comme il a parlé, je pense que des fois aussi la bouche reflète le cœur. Ça vient de l'intérieur. Oui, ça vient de l'intérieur. Oui. Peut-être il a cette volonté-là de régler ce secteur-là. Et je pense qu'avec cet outil-là très important de ces codes miniers-là, qui donne l'État l'autorité, n'est-ce pas, dans ce secteur-là, je pense que ça va évoluer. Ça va évoluer. Il peut bien réglementer le secteur. Voilà, une fois de plus, je me retourne vers la régie pour nous balancer cette dernière vidéo du chef de l'État qui promet de remettre de l'ordre dans l'exploitation des mines de la RDC. Suivez. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption
adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Nous sommes bel et bien à la fin de cette émission. Monsieur Moukiako, un dernier mot. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de protéger l'intégrité de la RDC? Le territoire congolais est un territoire vaste, surtout sa partie est, qui est trop enviée par nos voisins. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu, il y a moyen d'arriver à sécuriser cette partie de la RDC? Oui. Oui. L'impossibilité n'existe pas si les hommes sont là. Oui, l'impossibilité n'existe pas. Il y a cette possibilité-là de gérer et de protéger l'intégrité de notre pays. En premier point, c'est partant de ce que j'ai déjà parlé, c'est-à-dire nous devons organiser notre armée. Ça, vraiment, c'est très important, c'est très capital. Nous devons organiser notre armée. Parce que si nous organisons notre armée, nous saurons comment protéger l'intégrité territoriale. Parce que c'est ça même la mission de l'armée, protéger les frontières du pays. Alors, vraiment, il faut organiser, il faut équiper l'armée et nous allons protéger l'intégrité territoriale. Et aussi chercher la paix, la cohabitation entre tous les fils de la République, fils et filles de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons tous avoir cette volonté-là au fond du cœur, de protéger notre pays, parce que notre pays est notre patrimoine. Que chaque Congolais, chaque Congolaise sent que c'est son pays. Il a tout intérêt, il doit dénoncer, il doit protéger son pays, parce que c'est notre patrimoine qui nous a été légué par nos ancêtres. Et je crois que c'est possible, Madame Fifi. Voilà, merci Monsieur Moukiako. Nous sommes bel et bien à la fin. Comme je l'ai dit, on a complètement terminé. Merci d'être venu. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous parlions de la 80e Assemblée générale de l'ONU et de la participation de la RDC. Une fois de plus, merci et au revoir.